Manivelle. Alors, ce qu'on appelle manivelle ici, c'est un robot manipulateur avec deux bras. On a le bras L1 et le bras L2. Alors, L1 et L2, c'est les longueurs. Et c'est un robot qui a 2 degrés de liberté. X1, c'est le premier angle, et X2, c'est le deuxième angle. Alors, bien sûr, on peut bouger comme sur la figure de droite. Et l'objectif ici, c'est de faire une régulation pour que le robot parcourt un cercle. Alors, une régulation en utilisant une méthode de linéarisation par bouclage. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que les commandes, c'est la vitesse des angles. C'est-à-dire qu'on a deux servomoteurs, des cerveaux vitesse, un qui est positionné sur le socle et un autre à l'extrémité du bras 1. Et donc, en pilotant ces servomoteurs, on pilote l'ensemble du robot. Alors, ce qu'on appelle l'organe terminal, c'est souvent un outil qui est placé à l'extrémité du bras manipulateur. Et la sortie qu'on va considérer ici, c'est ce vecteur Y. Alors, on vous demande de calculer les équations d'état. Alors, pour cela, on va faire un petit dessin ici. Alors, le robot, il a 2 degrés de liberté. Le premier degré de liberté, c'est x1. Le deuxième degré de liberté, c'est x2. L'organe terminal, c'est ce point-là, on va l'appeler y. Et ce point-là, intermédiaire, on va l'appeler le point Z, par exemple. Le socle est ici, et donc ce point-là, on va le mettre, ça va être le point 0. Alors, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que les coordonnées du point Z, c'est un vecteur de dimension 2. Ici, la longueur L1 du bras 1 fait que le point Z a pour coordonnées L1 fois cosinus de x1, L2 fois cosinus de x2, excusez-moi, fois sinus de x1. La sortie y du système, donc les coordonnées du point terminal, y, ça va être le vecteur z. Bon, le vecteur z, c'est celui-là. Z plus... Ah, excusez-moi, ici c'était L1. Plus L2 multiplié par, comme précédemment, le cosinus et le sinus d'un angle. Alors, cet angle, c'est lequel? C'est l'angle que je vais représenter ici en vert. Voilà, c'est cet angle-là. De façon à former ce vecteur-là. Donc, c'est-à-dire fois cosinus de, alors comme ici on retrouve x1, je me retrouve ici avec le cosinus de x1 plus x2, sinus de x1 plus x2. Bon, donc, les équations d'état du système, elles vont être données par, alors je vais les écrire ici, les équations d'état du système. Alors, mes vecteurs d'état, c'est x1, x2, donc je vais avoir x.1 égale u1, x.2 égale u2, donc ça c'est l'équation d'évolution, et enfin l'équation d'observation, ça va être y1 égale, je reprends ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire L1 cos x1 plus L2 cos de x1 plus x2. Et enfin, la deuxième sortie, y2, c'est L1 sinus de la même chose, donc sinus de x1, plus L2 fois le sinus
de x1 plus x2. Donc ça répond à la première question qui vous demandait de donner les équations d'état, de ce robot. Donc on a bien obtenu l'équation d'observation et l'équation d'évolution. Alors avant de passer à la deuxième question, on va essayer de faire une simulation de ces équations d'état sous MATLAB. Alors je vais partir d'une fonction crank, alors crank qui signifie manivelle, parce que le robot ressemble à une manivelle, et je vais tout d'abord commencer par dessiner le système. Alors pour ça, je vais faire une sous-fonction que je vais appeler draw, et qui va admettre comme argument x. Voilà. Et cette fonction, je l'appellerai dans le programme principal, je vais appeler draw de x. Alors, l'état x, je peux l'initialiser un peu comme je souhaite. Je vais par exemple mettre x égale, on va dire, moins 1, donc un angle de moins 1 pour le premier bras, et un angle de 1 pour le deuxième. Et je vais le dessiner. Alors, pour le dessiner, je vais faire, alors, j'efface l'écran, CLF. Je vais faire un hold on pour pas qu'il efface à chaque fois que je lui donne une instruction. Je vais faire un axis pour donner le repère. Alors, je vais par exemple mettre mettons moins 8, 8. Alors, x min, x max, y min, y max. Bon. Puis après, pour qu'il respecte les échelles, je vais mettre axis de square, pour pas qu'il mette square. Alors là, je n'ai pas besoin de parenthèse. Square, voilà. Alors, pour pouvoir dessiner ça, je vais devoir fabriquer, peut-être ici, parce que je vais utiliser le point Z. Alors, je rappelle que le point Z, comme il a été défini ici, le point Z, c'est ce point-là. Alors, il est donné ici, donc je vais devoir programmer ça. C'est L1 cos x1, L1 sin x1. Alors, le point Z, il vaut L1. Alors, je n'ai pas encore défini L1. Fois. Alors ici, cos de x de 1, point virgule, parce que c'est un vecteur colonne, sin de x de 1. Voilà pour mon point Z, sachant que je vais définir la longueur de mes bras L1 et L2. Alors, je vais par exemple mettre L1 qui vaut 4 mètres, par exemple, 4. Et puis L2 qui vaut 3 mètres. Une fois que j'ai défini mon vecteur Z, je vais pouvoir dessiner mon premier bras. Puis mon deuxième, alors le Y, qui vaut, je rappelle que c'était Z, plus L2. Alors là, bien sûr, je reprends à nouveau la formule qui était ici. C'est leur langue qui intervient maintenant, c'est x1 plus x2. Donc, je vais rentrer L2 fois... Alors, je reprends ça. Je fais un copier-coller. Sauf que ici, je vais avoir plus x2 plus x2. Voilà pour mon point Y. Alors, comme ici, ils sont dans mon programme principal, alors en effet, ici, c'est mon programme principal, je vais le signaler de cette façon-là, en mettant main. Ici, je vais pouvoir l'utiliser comme si c'était des variables globales. Donc, je vais mettre un plot. Alors, ici, je mets les abscisses, ensuite les ordonnées. Voilà, puis ensuite, je mettrai la couleur. Alors, par exemple, je peux les en magenta, je peux les dessiner en magenta. Et puis, je vais donner une épaisseur. Alors, par exemple, line width, c'est pour donner l'épaisseur. Alors, je fais line width de 3. Alors, ça veut dire 3 pixels. Bon, il va falloir que je donne ici mes abscisses. Alors, le premier point, puis ici, mes ordonnées. Alors, le premier point, c'est 0, 0. Ensuite, le deuxième point, c'est Z. Donc, c'est l'abscisse de Z et
l'ordonnée de z. Et enfin ici, ça va être l'abscisse de y, l'ordonnée de y. Alors, y de 2, voilà. Bon, une fois que j'ai ça, bien sûr, je n'ai pas utilisé x, donc j'aurais même pu ne pas le mettre ici comme paramètre, hein, puisque j'utilise les variables globales. C'est pas très propre, mais bon, je vais le laisser comme ça m'évite de le recalculer. Je le lance, et voilà ce qui m'affiche. Alors, on reconnaît bien le premier angle qui est négatif et le deuxième angle qui est positif. Alors, le deuxième angle, ici. Alors, je représente ici, alors que le premier, c'est celui-là. Bon, j'aurais pu choisir d'autres angles, mais pour mieux interpréter ce qui se passe, je vais le faire tourner. Alors, pour le faire tourner, je vais devoir lui faire une boucle. Alors, pour la boucle, par exemple ici, je vais mettre un for t égale 0 avec un pas de dt, puis je vais le faire, par exemple, aller jusqu'à 10. End. Alors ici, je vais mettre, par exemple, U. Alors une entrée U, c'est la commande qui vaut 1, 2. C'est-à-dire, je veux une vitesse angulaire de 1 radian par seconde pour le premier bras et 2 radians par seconde pour le deuxième. Donc le deuxième bras va tourner plus vite. Une fois que j'ai ça, je vais prendre mes équations d'état qui me disent que x égale x plus, donc là c'est la formule de l'air, fois dt, plus u fois dt, parce que ma fonction d'évolution, c'est u fois dt. Alors, si je fais ça, il va falloir bien sûr que j'initialise mon vecteur d'état. Là, il est déjà initialisé. Donc, j'ai l'impression que tout le monde est initialisé. Je vais lancer ce programme. Il y a une erreur. Alors, l'erreur, Forte, alors, il ne connaît pas dt. Bien évidemment, je vais initialiser ici, par exemple ici, égal. Alors, bon, je vais prendre un pas d'échantillonnage assez faible, bon, ça fait 1/100 de seconde. Alors, quand je mets 0,01, ça veut dire que je suppose a priori que le calcul de tout ça, ça se fait en 0,01 seconde pour avoir une impression de temps réel. Je lance. Ah, encore une autre erreur. Il y a un problème de dimension. Alors, x, évidemment ici, c'est pas un vecteur ligne, c'est un vecteur colonne. Je mets un point virgule. Je le relance à nouveau. Alors là, il m'affiche tout à la fin. Donc on a l'impression qu'il n'a pas bougé. Alors ça, c'est une erreur classique en MATLAB. Bon, c'est-à-dire qu'ici, dans la procédure de dessin, il va falloir que je lui impose de dessiner. Alors pourquoi? Parce que si je ne fais pas ça, ben, il considère que pour des questions d'efficacité, ça ne sert à rien de dessiner. Et que ce qui m'intéresse, moi, c'est le dessin final. Donc il interprète à tort que je ne veux pas le voir bouger. Et enfin, dernière petite erreur, ce calcul-là doit bien évidemment être mis dans la boucle. Je le lance. Alors, voilà, je le vois tourner là. On voit bien que le deuxième bras tourne plus vite que le premier. Le premier a 1 radian par seconde, le deuxième a 2 radians par seconde. Alors maintenant, ce que je veux, c'est asservir l'extrémité Y en position. C'est-à-dire, plus simplement, je souhaiterais que Y fasse une courbe. Alors, une courbe, celle que je désire. Alors, je veux pas n'importe quelle courbe dans le cas de mon exercice, je veux qu'il fasse un cercle. Or, le cercle, il va avoir
il va avoir, par exemple, cette forme-là. Alors, c'est-à-dire que il va suivre une consigne que je vais appeler W, qui elle va dépendre du temps. Alors bien sûr, au tout début du fait d'initialisation, il va falloir que Y rejoigne W, ça ne peut pas se faire instantanément, mais ensuite, après le régime transitoire, je souhaite qu'il suive exactement W. Et lorsque ma consigne elle bouge, c'est là où la commande de linéarisation par bouclage va être intéressante. Alors, pour ça, je vais considérer comme sortie, alors la sortie, dans, dans la théorie de la linéarisation par bouclage, c'est le point que je souhaite asservir. Donc ici, c'est Y. Donc, alors, je vais essayer de représenter ça ici. Ici, je peux voir mon système avec les deux bras comme... alors, avec les deux bras. Comme avec ici, à l'extrémité, le point Y. Je peux voir ça comme un système qui a comme sortie Y1, Y2. Et je vais devoir faire un régulateur. Alors le régulateur, je vais le placer ici. Ce régulateur va posséder pour entrée W1 et W2 qui correspond à la consigne à suivre, qui lui va dépendre du temps. Donc, je vais avoir ici, mon bouclage va se faire de la façon suivante. Je vais avoir ici, alors je le représente là, voilà, quelque chose comme ça. Et ce bouclage-là va générer mes entrées U1, U2. Et ça, c'est le régulateur. Alors, pour calculer ce régulateur, je vais devoir prendre ma sortie et la dériver autant de fois qu'il faut pour faire apparaître U. Alors, je vais le reprendre ici, je vais reprendre des calculs ici. Donc, c'est ma question petit 2. Il faut faire le... Non, question petit 2. Alors, je sais que Y1, il est donné là. Y2 est donné là, et je vais devoir calculer Y.1 et Y.2. Et je vais voir si U apparaît. Si l'entrée apparaît, dans ce cas-là, je m'arrête là. Sinon, je redérive une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à faire apparaître U. Alors ici, je vais obtenir... alors, je vais peut-être l'écrire de façon vectorielle. Je vais écrire tout simplement le vecteur Y. Alors, Y point, de façon vectorielle. Alors ici, je vais dériver ça. Ça va me donner la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, je vais avoir moins L1 fois sinus X1 moins L2. Alors, la dérivée alors, je vais avoir ici sinus de X1 plus X2. Et puis ici, je vais faire apparaître... Alors, soit j'écris directement de façon vectorielle, ça, ce serait fois la dérivée de X1. C'est-à-dire fois... alors, quand même, ici, ouais, j'aurais dû mettre ici X.1, et ici, multiplié par... alors, je prends un peu plus de place. Voilà. X.1 plus X.2.
Voilà. Ici, je vais avoir, pareil, L1. Alors, je reprends un peu là, pour voir mes équations. Alors, pour y.2, c'est L1 fois x.1, fois la dérivée du sinus et cosinus, plus L2, fois, alors ici, pareil, x.1 plus x.2, multiplié par le cosinus de x1 plus x2. Donc, je viens de dériver cette deuxième ligne. Qui est là. Bon. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que je sais que x.1 correspond à U1 et que x.2 correspond à U2. Alors, ceci, ça me permet d'écrire de la façon suivante, de dire que y point égale, alors je vais le mettre directement sous forme matricielle, mais on comprend bien que U1, U2 qui apparaissent ici, et là aussi j'ai U1, ici j'ai U2, ici j'ai U1, pareil ici c'est U1. Donc on voit bien qu'on voit, on voit apparaître une relation linéaire. Alors, peut-être l'écrire ici, qui va s'écrire, donc y point égal, ça va être une matrice multipliée par U1, U2. Et ça, c'est assez classique, pas seulement en robotique, c'est-à-dire on arrive souvent à exprimer une relation linéaire en fonction de U1, U2, ce qui va faciliter l'inversion. Alors, bon, je reprends ici, je vais avoir, alors, pour cette partie-là, je vais avoir ici moins L1 sinus x1. Alors ensuite, je vais avoir cette partie-là, hein, moins L2 sinus de x1 plus x2. Alors, j'ai pas pris assez de place. Hein. X1 plus x2. Ici, pour la... Bon, je vais mettre une séparation à ce niveau-là. Ma matrice. Donc ici, je me retrouve avec un moins L2 fois sinus de x1 plus x2. Je vais faire pareil pour la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, je reprends ça. Hein. Je vais avoir un L1 cos x1 plus L2 cos de x1 plus x2. Et enfin, pour la partie en x.2, je vais avoir un L2 cos de x1 plus x2. Donc, cette matrice-là, dans le cadre du cours, cette matrice-là a été appelée A de x, puisqu'elle dépend de l'état x. Et donc, au final, je me retrouve avec une équation qui s'exprime par y point est égal à A de x fois u. Alors, c'est là où il y a un concept assez sympathique dans la linéarisation par bouclage, c'est que toute la non-linéarité, elle est piégée dans A de x. Or, U, je fais ce que j'en veux, c'est ma commande. Donc la première idée, c'est de calculer U pour me simplifier le A de x. Donc je crée une nouvelle entrée. Je dis que U, alors comme je choisis comme je veux, je vais dire que c'est A de x moins 1 multiplié par une nouvelle entrée V. Donc ça, on peut voir ça comme un régulateur que je place devant le système qui va admettre pour entrée V et comme sortie U. Donc si jamais je fabrique ce régulateur,
U vaudra A-1 de X fois V, et donc ici, je vais me retrouver avec V. Et c'est ça qu'on appelle la linéarisation par bouclage. Alors c'est tout bête, et c'est pas facile à comprendre. C'est-à-dire, juste en choisissant U comme ça, on arrive à Y point égale V, qui est un système linéaire. Donc, bien sûr, une fois que j'ai ce système, V, c'est ma nouvelle entrée. Donc j'avais mon système, alors je vais essayer peut-être de le redessiner là. J'avais mon système ici avec mes deux bras, voilà, qui étaient régulés, qui tournaient. Et puis ici, j'ai ce système-là que j'ai placé devant avec, hop, voilà, excusez-moi, j'ai ici, donc j'avais tout mon vecteur Y qui était là. J'ai fait ce bouclage. Bon, alors j'ai repris X. Hein, et avec ce bouclage, ici X, j'ai un système qui est équivalent à un double intégrateur, à un simple intégrateur, excusez-moi. Bon, alors, maintenant je vais pouvoir le réguler. Alors, pour pouvoir réguler un système d'ordre 1, si on préfère le système, je peux l'écrire de façon scalaire de la façon suivante. Y.1 égale V1, Y.2 égale V2. Alors, comment est-ce que je fais pour réguler ce genre de système? Je vais utiliser une commande proportionnelle. Pourquoi un système du premier ordre? Je le commande par une commande proportionnelle et un système du second ordre par une commande proportionnelle dérivée, etc. Alors V1, je choisis à nouveau comme je veux. Donc là, à nouveau devant, je vais fabriquer un régulateur avec une entrée W, alors W qui vaut W1, W2, et puis le X qui est là, je vais le remettre ici. Donc il y a un premier régulateur qui sert à linéariser, le deuxième qui va servir à la régulation et à le rendre stable. Alors pour ça, je vais dire, je vais mettre, je vais poser, je vais écrire là, on pose V1 égale, alors V1 ça vaut quoi? Dans le cadre de la commande proportionnelle et dérivée, ça vaut W1 moins Y1, donc ça c'est, bon il y a des coefficients devant, je ne les mets pas, on verra pourquoi. Donc ça c'est l'erreur que j'appelle E1, et puis ici, plus, normalement je dois mettre la dérivée de la consigne. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Alors, ça c'est proportionnel à l'erreur, bon, j'aurais peut-être dû l'appeler alpha 1, ici je vais mettre alpha 1, ou alpha, ouais, alpha, puisque c'est la première entrée. Et il va falloir régler le coefficient alpha. Alors pour ça, je vais calculer, je passe par la transformée de Laplace pour calculer le polynôme caractéristique. Alors si j'utilise la transformée de Laplace, puisque V1, on est bien d'accord que V1, ça correspond à Y.1. C'est ce qui a été dit là. Donc, je vais avoir ici SY1, S c'est la variable de Laplace, est égal à alpha 1 fois E1, donc ça c'est l'erreur, plus W.1. Alors, ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Oui, bon, excusez-moi, je vais peut-être pas le faire comme ça, tout d'abord. Je vais enlever celui-là, je vais mettre un point. Donc là, c'est pas exactement la transformée de Laplace. Donc je vais gommer ça. Et ici, je me retrouve, bon,
Voilà, j'ai tout simplement, je déduis ça. Donc, j'en déduis aussi. Alors, je vais tout faire passer de l'autre côté. Je vais en déduire que, alors que 0 est égal à alpha 1 E1. Et puis ici, je fais apparaître plus, alors W1 moins W2 dérivé, c'est E.1. Donc, le polynôme, alors là, je passe à nouveau je passe dans la place, et j'en déduis que 0 est égal à SE1 plus, oui, SE, je vais écrire voilà, alpha 1 E1, donc la transformée de la place de E1, plus S E1. S, c'est la variable de la place. Et dans ce cas-là, je peux en déduire que le 0 égale alpha 1 plus S fois 1. Et ça, c'est le polynôme caractéristique de mon équation différentielle. Donc le polynôme caractéristique, c'est S plus alpha 1. Le pôle qui détermine la stabilité, je le veux en moins 1. On veut. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut les pôles en moins 1? Parce que c'est demandé dans l'énoncé, tout d'abord. On veut les pôles en moins 1, marqué ici. Mais en pratique, ça signifie que la solution sur l'erreur, elle sera en exponentielle moins 1 fois t. Donc, ça correspond à une constante de temps d'une seconde, c'est-à-dire que le régime, au bout de 2-3 secondes, on n'aura plus d'erreur. On aura exponentielle moins t qui vaudra 0, et on n'aura plus d'erreur. Donc, on est bien d'accord, ce alpha 1, on va donc avoir V1 qui vaut, alors alpha 1 vaut 1, c'est ça, pour avoir ça, si on veut les pôles en moins 1, il faut que ça, ce soit égal à S plus 1. Ça, la racine du polynôme, ce sera moins 1. Donc, alpha 1, alors, donc de ça, j'en déduis que alpha 1 égale 1. Donc ici, celui-là, c'est égal à 1. Donc je vais récapituler. C'est pareil pour alors V1, pareil pour V2. On a ici, alors je vais récapituler ici. On a, alors, Y point, alors, plutôt, je vais avoir V1, V1 et V2, V équivaut V1 et V2. Donc le raisonnement c'est même pour V1 et V2. Hein. Ben, ce sera égal à W moins Y plus W point. Voilà ma commande pour V. Alors, je suis dans le cas de l'exercice. On veut ici que W soit égal à C plus R fois cos t, de façon à ce qu'il puisse suivre un cercle. Donc, je vais me remettre ici. Or, W, il vaut quoi? Il vaut C, qui est le centre du cercle, plus R, le rayon du cercle, fois cos t. Sin t, c'est demandé dans l'énoncé. Bon, j'en déduis que W point, c'est la dérivée de ça, donc il va me rester R fois moins la
dérivée de cosinus, c'est moins sinus, moins sin t. Et ici, je vais avoir la dérivée de sinus, c'est cosinus, cos t. Alors, récapitulatif sur ma loi de commande. Ma loi de commande, c'est U égale. Alors, U, il vaut quoi? Je recherche où je l'avais mis. Voilà. Ma loi de commande, U, qui est là. U, il vaut A-1 de X fois V. Avec V qui vaut, alors je vais peut-être le mettre au-dessus, avec V qui vaut, alors on vient de le montrer à l'instant, V c'était W moins Y plus W point. Alors on avait, bon alors on connaît W, on connaît Y, on connaît A, alors A je l'ai donné ici. Donc j'ai tout le monde, je vais pouvoir commencer à programmer ça. Donc dans mon régulateur, il va falloir que je calcule U. En fait, écrire cette ligne, c'est faire du contrôle. Je dirais que le problème du contrôle peut se résumer à qu'est-ce qu'il faut écrire dans cette ligne. Et tout ce qui va avant aussi. Alors c'est un petit résumé, mais il y a un peu de ça. Alors, au niveau de ma consigne, j'avais dit que W égale. C'était C plus R multiplié par cos T sin T. Bon, j'ai aussi besoin de la dérivée de W. Alors la dérivée de W, ça correspond à R multiplié par moins sin T, point virgule, cos T. Voilà pour W. Maintenant, je rappelle qu'il fallait fabriquer V. Donc V est égal à W moins Y. Alors là, on a fait le alpha, mais le alpha vaut 1, plus DW. Ensuite, une fois que j'ai ça, j'ai U qui vaut l'inverse de A multiplié par V. Alors A, je ne l'ai pas encore défini. A, c'est celui qui est donné, alors là, qui est donné là. Alors, on remarque au passage, alors là, on va économiser un petit peu. Alors, c'est que ici, on retrouve, alors là, ça ressemble, c'est même exactement, c'est moins Y2, alors qu'ici, ça correspond à Y2. Bon. Alors voilà, donc je vais pouvoir économiser un petit peu avec cette petite astuce qui m'évite de réécrire. Bon, j'aurais pu tout réécrire, mais bon, je vais essayer d'économiser en mettant ici. C'est moins Y de 2. Et puis ici, je vais me retrouver avec alors c'était moins L2. Voilà.
point virgule, alors c'était y de 1. Et puis ici, je me retrouvais avec L2 fois, et là, il y avait le cosinus de x1 plus x2. Voilà pour ma matrice A. Alors là, il n'est pas content parce qu'il aimerait bien que je lui donne, que j'utilise le symbole divisé, mais bon, je préfère, pour plus de clarté, d'utiliser l'inverse ici. Ça revient au même. Et je dessine. Alors bien sûr, il va falloir ici que je dessine la consigne. Je n'ai pas défini non plus le. Alors, j'ai pas défini le centre du cercle. Alors le C, bon, je vais prendre au hasard. Alors je vais prendre 1, 2. Je vais prendre un rayon de 4. Voilà, puis je vais lui demander de suivre ça. Ici, je vais aussi le dessiner. Alors je vais dessiner le point à suivre. Alors je vais utiliser la fonction drawCircle. Alors la fonction drawCircle, alors je vais quand même la reprendre pour éviter de me tromper. File, open, drawCircle. Voilà, je prends ça. Je vais le remettre là. Alors le drawCircle, il va contenir le centre C, le rayon R. La couleur, je vais par exemple dessiner en noir. L'épaisseur, par exemple en 2. Épaisseur de 2. Je vais aussi dessiner la consigne. C'est la consigne qu'on doit rejoindre. Donc ici, je vais mettre un plot, abscisse, ordonnée, et je vais mettre un O que je vais dessiner en rouge. Bon, voilà, le programme, j'espère qu'il va tourner. Voilà. Alors on voit bien qu'il rejoint, et voilà, il est sur le cercle. Et il va tourner. Il tourne comme ça, jusqu'à 10. Alors je vais quand même, pour mieux le visualiser, je vais le revisualiser. Je vais peut-être mettre, pour bien visualiser la période transitoire. Voilà, il rejoint son point rouge, et ensuite, une fois qu'il est dessus, il y reste. Il n'y a pas eu de résolution d'équation, et on a une démonstration par l'erreur que la consigne va être rejointe avec une équation différentielle linéaire sur l'erreur stable en, en exponentielle moins t. Donc ce qui est assez confortable. Alors bien évidemment, on peut avoir des singularités, et si le cercle est trop loin, il ne pourra pas l'atteindre. On comprend bien que des fois, il va être obligé de changer de sens. Ça, c'est ce qu'on appelle les singularités suivant le cercle, et il va falloir qu'on les étudie. Donc pour étudier les singularités, comme c'est demandé à cette question numéro 3, il faut calculer le déterminant de A, et regarder quand ça vaut 0. Alors, le déterminant de A, c'est le déterminant de cette matrice-là. Et le déterminant est multilinéaire. Alors, par multilinéaire, on va pouvoir, alors comment ça s'exprime? Ça veut dire que je vais pouvoir prendre la première colonne, et la première colonne, je vais la séparer en un morceau, qui est là, suivi d'un autre morceau, qui est là. Bon, je vais mettre cette couleur-là, par exemple. Et donc, le déterminant de A,
ça va être égal. Alors là, je vais le réécrire. Ça va être égal au déterminant de la matrice avec, donc je vais peut-être le représenter de cette façon-là. Une matrice comme ça, plus le déterminant d'une autre matrice. Donc je décompose en deux. Alors la première matrice, ça va être l'élément en vert, alors que, et puis suivi de l'élément, alors mince, excusez-moi, il me l'a effacé, l'élément en vert, plus ici l'élément, alors un autre élément que je vais mettre par exemple en jaune, sachant que l'élément en jaune c'est celui-là. L'élément en jaune va se retrouver aussi ici, et l'élément en rouge qui était là va se retrouver ici. Voilà ce que signifie la multilinéarité. Maintenant, alors je vais toujours décomposer de cette façon-là. Mince, aïe aïe aïe. Alors, je le refais. Voilà. Alors maintenant, ici, je vais pouvoir sortir de l'élément en vert l'élément L1, qu'on voit ici. Et de l'élément en jaune, alors là, je vais pouvoir sortir le L1 du déterminant. Alors, je vais le mettre devant le déterminant. Et puis ici, de celui-là, je vais pouvoir sortir l'élément L2. Toujours par linéarité. Donc au final, pour cette première partie, je vais me retrouver avec un moins L1, L2, multiplié par le déterminant. Alors ici, il va me rester sinus x1, cosinus x1. Et puis ici, il va me rester, donc à droite, pour ce qui concerne la partie en jaune, il va me rester le sinus de x1 plus x2. Puis aussi le cosinus de x1 plus x2. Bon, ça c'était pour la première partie du déterminant. Donc là, ce que je viens d'écrire, c'est ce qui correspond à ça. Voilà. Mais il va me rester l'autre. Là, je vais écrire plus le déterminant. Alors, ici, pareil, alors, je vais faire pareil. Je ressors toujours le L2 de celui-là. Et je vais ressortir encore le L2 de celui-là. Ils vont se retrouver devant le déterminant. Donc ici, je vais me retrouver avec L2 au carré, multiplié par le déterminant de. Alors ici, je vais avoir ce qui va me rester ici, moins sinus de x1 plus x2, cosinus de x1 plus x2, et puis ici, moins sin, alors du fait de celui-là toujours, moins sin de x1 plus x2, cos de x1 plus x2. Voilà. Donc ce que je viens d'écrire à l'instant, ça correspond à cette partie-là. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire?
au niveau du déterminant, on retrouve, alors, on retrouve cette colonne-là. Alors, cette colonne qui est là est égale à cette colonne-là. Donc, ces deux vecteurs sont linéairement dépendants, ce qui signifie que toute cette partie-là, c'est nul. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que le déterminant de A est égal à 0. B est égal à 0 quand ça, c'est égal à 0. Donc, la longueur L1 et L2, bon, alors, ils vont intervenir. Donc, ça, c'est équivalent. Dire que ça, c'est égal à 0. C'est équivalent à dire... Alors, je vais pouvoir... alors, ici, je vais avoir... que ça, c'est égal à 0. Si L1 multiplié par L2 multiplié par... Alors, cette composante-là est égale à 0 si alors, il va falloir que je calcule ce déterminant. Alors, le déterminant ici, c'est sinus de x1 fois cosinus de x1 plus x2 moins sinus, alors cosinus x1 multiplié par sinus de x1 plus x2. Alors là, on sent la formule trigonométrique qu'on oublie souvent. Par contre, si on raisonne de façon géométrique, on remarque que ce vecteur-là, voilà, c'est un vecteur avec un angle x1 et qui est normé. Ce vecteur que vous voyez ici, c'est un vecteur qui est aussi normé et qui a pour angle x1 plus x2. Et donc, l'angle entre les deux, c'est x2. Et le déterminant du vecteur composé par le vecteur noir et le vecteur bleu, c'est-à-dire le déterminant de ça, c'est exactement égal au sinus de x2. Donc, alors, si vous préférez, alors on peut se souvenir de la façon suivante. Si j'ai un vecteur A qui a pour composante A1, A2, et qui est normé, c'est-à-dire sa norme égale 1, le vecteur B qui vaut B1, B2, il faut tout simplement se souvenir que le déterminant de A1, A2, B1, B2, c'est égal au sinus de l'angle entre A et B. Bon, tout ça pour dire que ça c'est égal à 0, alors que, donc, que ça c'est égal au sinus de x2. Donc on a une singularité L1 fois L2 fois sinus x2 égale 0. C'est-à-dire, voilà, la singularité, elle se produit lorsqu'on a ça. Donc comme L1 et L2 sont non nuls, c'est équivalent à dire que x2 est égal à k fois pi. Avec k qui appartient à z. Z, l'ensemble des entiers relatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de... alors, quand est-ce que j'ai ça? Ici, j'ai mon premier bras. Ici, mon deuxième bras. Je rappelle que le x2 représente cet angle-là. Si x2 égale 0, ça veut dire que les deux bras sont alignés. Donc ça veut dire qu'on est dans cette situation
si x2 égale 0 plus 2 capi, je vais me retrouver dans une situation où on a le premier bras comme ça, et puis le deuxième bras, comme ça, les deux sont alignés. Et autre configuration, vous avez le premier bras alors, qui est comme ça, L1, et le deuxième bras qui est, alors pareil, ça va être comme ça, là, voilà, aligné dans l'autre sens. Là, on est dans la situation où x2 égale 0 plus 2 capi, alors qu'ici, on a la situation où x2 est égal à pi plus 2 capi. Voilà les singularités. Donc, évidemment, on va avoir un problème avec notre loi de commande dès qu'on a ça. Dès qu'on a ça, la matrice A sera plus inversible, et j'aurai une commande qui vaudra l'infini.